Bonjour, bonsoir les amis. Alors, l'économie mondiale va perdre 1600 milliards de dollars en 2022. Alors, cet article de Bloomberg nous explique que finalement, personne ne s'attendait à ce qui est arrivé aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu les prévisions, c'est juste effarant. En 2021, personne ne pensait que l'inflation allait être aussi importante. Personne ne pensait que la croissance allait ralentir. Bien sûr qu'il y a eu le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Personne ne s'y attendait également. Mais en fait, il y a eu plein d'événements qui se sont succédés et qui expliquent qu'on est face à une situation quasi inédite dans l'histoire des dernières années. Donc, il y a eu donc, plusieurs événements. Premièrement, le conflit, Russie-Ukraine, et on ne sait pas si ça va s'arrêter. On a la Chine avec sa politique zéro Covid qui a bloqué la production, les chaînes d'approvisionnement et on est effectivement dans une situation où la croissance ralentit et l'inflation augmente. Je m'explique. Euh, Quand par exemple vous avez une offre qui augmente, d'accord. L'offre, généralement, qu'est-ce que ça provoque? Si la demande ne suit pas, on est bien d'accord que les prix vont diminuer. Si par exemple, vous avez plein de magasins qui proposent des produits, mais il n'y a pas d'acheteurs, pour pouvoir survivre, ben, ces magasins vont devoir baisser les prix. Maintenant, si l'offre baisse, parce que la Chine, parce que l'Ukraine, parce que la Russie, mais que la demande reste la même ou augmente, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est dans une situation où les prix explosent. Donc, en termes très simples, l'inflation, ça s'explique par ça. Baisse de l'offre, on a une demande qui est importante et même si elle se stabilise, ça reste plus important que durant la période de Covid. Et donc, on se retrouve avec une inflation. Le problème, c'est que pendant le Covid, on a distribué plein d'argent. Et que cet argent, bon, on est bien d'accord, il est parti un petit peu sur les cryptos, un petit peu sur la bourse, un petit peu sur les vacances. Mais il y a encore beaucoup de cash dans les banques. Et donc l'inflation, elle s'explique par toutes ces raisons. Ça, c'est les raisons structurelles liées à l'offre, etc. Mais vous avez également dans ces raisons une autre problématique que l'on retrouve aux États-Unis, que l'on retrouve en Grande-Bretagne, qui est le chômage. Il se trouve que le chômage est historiquement faible aux États-Unis. Ici, je vous montre la situation de l'emploi aux États-Unis, avril 2022. Et vous voyez que là, c'est le taux de chômage. Ici, on était en dessous des 4%. On est revenu en dessous de 4%. Et c'était en 2019 avec Trump, avant le Covid. Avec le Covid, on a eu une explosion du chômage, vous avez vu. On a atteint à un certain moment les 15% de chômeurs. C'était juste délirant. Et puis, on est repassé de 15 à 3,6%. Vous voyez, 3,6% qui est un niveau très faible de chômage. Or, comme le taux de chômage est très faible, eh bien, on est bien d'accord que les personnes qui travaillent sont en position de force. Ces personnes peuvent négocier des salaires à la hausse. Ces personnes peuvent aller voir leur employeur et leur dire, bon, bah, si tu m'augmentes pas, je vais aller voir ailleurs. Et donc, et en plus, ils peuvent le justifier. Et ils peuvent le justifier comment? Par l'inflation. Les prix augmentent. Donc, on est dans une situation très particulière et dans une situation qui est presque explosive. Et là, très intéressant, c'est quel est l'impact de ce choc d'offres, d'accord? Choc de la Chine, choc avec le prix des matières premières qui flambent, choc également avec l'Ukraine, la Russie, d'accord? Quelles sont les conséquences? Alors, en rose, vous avez les prévisions à la fin 2021. À quoi s'attendaient les économistes? Et en noir, on a effectivement les chiffres actuels et puis aujourd'hui les prévisions actuelles en gris. D'accord? Donc ici, on prédisait un PIB mondial
avec une croissance de voilà, 4,1, 104,1. Dans les faits, il sera à 102,7. Donc déjà, c'est une grosse perte pour l'économie mondiale. Mais il y a pire, il y a l'inflation. Donc l'inflation auparavant, voilà, c'était les prévisions des économistes. Alors je suis très content parce que j'ai battu les économistes, non je rigole, mais je suis très content parce que c'est vrai que l'année dernière je disais, voilà, il y a de fortes chances qu'on ait une inflation. Or les économistes, ils prédisaient une baisse de l'inflation. Ils voyaient l'inflation, alors ils voyaient quand même une inflation élevée, mais il la voyait, donc ici, vous voyez, ça c'était 2021, et ensuite les prévisions, donc on a eu effectivement cette hausse de l'inflation, ça il l'avait prévu, mais les économistes disaient on va avoir une hausse de l'inflation dans un premier temps, et puis une baisse de l'inflation. Or ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu toute cette série de chocs, alors je ne l'ai pas anticipé, hein, pour être honnête avec vous, je n'avais pas anticipé ça, mais cette série de chocs explique que l'inflation, d'accord, aujourd'hui, elle est largement supérieure et l'inflation anticipée est largement supérieure à l'inflation qu'on avait anticipée. D'où encore une fois ce niveau ici en gris, d'accord, qui est largement supérieur à finalement les prévisions. Donc on voit qu'aujourd'hui on est dans une situation qui a surpris tous les économistes de la planète, tous les États de la planète. Personne ne s'attendait à ça. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous cet article parce que j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et c'est un petit peu la réflexion que je me suis faite. En fait, il faut oublier une chose. Il ne faut pas oublier une chose. Clairement, qu'on parle de voilà, la guerre, j'espère que ça va s'arrêter rapidement. Les problèmes de pandémie, bon ben voilà, à un certain moment on pensait que c'était la fin du monde et c'est derrière nous aujourd'hui, je l'espère. Mais aujourd'hui, on est clairement en train d'assister à un changement mondial, d'économie mondiale, de relocalisation, c'est-à-dire que les puissances vont vouloir produire en interne, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, dans le but d'éliminer tout ce qui est pollution, d'importer des biens qui sont inutiles, de préserver la planète. Donc il y a des bonnes choses dans le fait de relocaliser, mais on veut relocaliser trop vite, sans aucune stratégie, sans aucune coordination. Et puis, il y a également ce phénomène qui est les États-Unis versus la Chine, les deux puissances économiques. Et aujourd'hui, hein, on peut le dire, hein, le premier ennemi des États-Unis, c'est la Chine. Et le premier ennemi de la Chine, ce sont les États-Unis. Et la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est peut-être le début d'un gros chamboulement mondial. Et clairement, voilà, les personnes qui nous disent que finalement le fait de ne pas négocier avec la Russie fait que la Russie se rapproche de la Chine. Non, je pense que la Chine était déjà proche de la Russie. Je pense que, mais ça a été le prétexte pour accélérer les choses. Je pense que en fait, c'est juste que les choses se sont accélérées. Peut-être que ça serait fait dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. En fait, on est en train d'assister en accéléré à ce qui aurait pu prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans avant de se faire. Mais on est clairement vers cette évolution. Et c'est normal. C'est-à-dire que les États-Unis ont dominé la planète pendant presque un siècle, hein. Et aujourd'hui, la Chine émerge, l'Inde, l'Afrique et beaucoup, voilà, une grande partie de la population qui dit, voilà, nous, on n'a pas eu notre part du gâteau pendant des années et des années, pendant des décennies et voire des siècles, hein. La Chine, pendant des siècles, était un petit peu, voilà. Et aujourd'hui, ces pays disent, nous, on veut. Donc, tout est compliqué, mais je vais continuer parce que je pense que c'est intéressant de mener cette réflexion, de bien comprendre le monde dans lequel on vit et dans le monde dans lequel on va évoluer demain. Alors, que pensent les économistes de Bloomberg? Ils disent, si on diminue la globalisation, c'est-à-dire le commerce international, etc., premièrement, on va avoir un monde beaucoup plus pauvre, beaucoup moins productif, parce que, alors je sais que certaines personnes vont me détester, il n'y a pas de souci, mais la mondialisation a eu des vertus. Ça a accéléré les échanges, ça a accéléré la recherche, ça a permis à la Chine de devenir une puissance économique. Sans la mondialisation, elle ne le serait pas devenue. Ça a permis également d'avoir une planète plus riche, plus polluée également, moins inégalitaire qu'avant.
c'est vrai que beaucoup de gens parlent de pauvreté, mais la pauvreté, c'était bien pire il y a un siècle. D'accord? Donc, on est une situation qui s'est améliorée sur un plan économique. Et encore une fois, on a la chance de vivre à cette époque. C'est vrai que beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais on a une chance, voilà, de communiquer. C'est-à-dire les gens sont aujourd'hui bien. Alors, vous avez toujours des abrutis qui vont vous dire, ouais, mais les gens étaient plus intelligents avant. Non, 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 non. Je pense, regardez, si vous avez des enfants, regardez vos enfants et dites-vous, est-ce que j'aurais fait ça à son âge? On est dans un monde qui est, je peux vous dire, ça va être la folie. D'accord? On évolue vraiment dans un monde où la science, la recherche, la culture. Regardez, vous êtes dans le monde entier. Donc, la mondialisation a eu du bon. C'est-à-dire, si YouTube était réservé aux Américains, que moi, j'aurais pas pu l'utiliser. Si, donc, oui, vous allez me dire, oui, mais Tammy, il y avait Dailymotion, il y a eu des tentatives. Oui, mais c'est là où, encore une fois, quand vous avez un marché mondial, vous avez une compétition mondiale, vous avez une recherche mondiale et vous avez une croissance qui augmente. Et vous avez également des solutions au niveau mondial. Maintenant, si on a un repli, et on l'a déjà eu dans le passé, qu'est-ce qui se passe? Quand on a une baisse du commerce international, on a une baisse de la croissance, on a une hausse des conflits. Et ça, toutes les recherches le prouvent. Ici, je suis simplement allé ici, hein, sur l'Organisation mondiale du commerce. Alors, bien sûr, vous allez me dire, Tammy, c'est Davos, Tammy, c'est ceci. Je suis d'accord, il y a probablement des choses qui... Mais il ne faut pas oublier que vraiment, prenons le cas de l'Europe, d'accord? C'est un continent qui a eu plusieurs guerres, et pendant des siècles, hein, pas, voilà, plusieurs guerres. Et il y a eu deux guerres mondiales très meurtrières, etc., notamment entre deux pays, la France, l'Allemagne. Ces deux pays se détestaient, ces deux pays, voilà, et ça a permis aux États-Unis, bien évidemment, d'émerger. Et puis, il y a eu, à un certain moment, ben, ces pays européens qui se sont dit, OK, ben, on peut continuer de se faire la guerre, on peut faire la paix et faire du business. Parce que plus on fait de business, moins on a envie de se taper dessus. Pourquoi? Parce que si, par exemple, je ne sais pas moi, j'ai un business avec toi, est-ce que j'ai intérêt à te nuire? Est-ce que j'ai intérêt à te taper dessus? Non. J'ai intérêt à te ménager parce que je vais gagner de l'argent avec toi et tu vas gagner de l'argent avec moi. Donc, tu es mon partenaire. Donc, comme tu es mon partenaire, je vais te dire, OK, j'ai pas envie de me battre avec toi parce qu'on peut faire du business ensemble. Et c'est vrai que les gens, ils voient, ouais, mais l'Allemagne, mais... Et encore une fois, on est en train de traverser une période de crise. Et quand on traverse une période de crise, c'est clair que c'est très facile d'utiliser l'argument qui consiste à dire, la faute, c'est lui. L'erreur, c'est lui. Et il n'y a qu'à faire ça, et tout est rentré dans l'ordre. Mais c'est pas prouvé sur un plan économique. Et la seule preuve, c'est ça. Prouvez-moi que le fait d'arrêter le commerce international va diminuer le risque de guerre. D'ailleurs, je dirais presque, si la Russie envahit l'Ukraine, et pourtant, vous avez vu, le business continue, le pétrole continue. Imaginez, la Russie, elle dit, j'arrête complètement d'exporter mon pétrole. L'Europe, elle est en grave difficulté, on est d'accord. Mais la Russie continue, bizarrement, parce qu'il y a du business, parce qu'il y a du fric. Même Poutine, il veut gagner du fric. Donc, il y a ce qui se dit sur Internet et il y a les faits. Et les faits, c'est ça. C'est le commerce international peut contribuer à la paix, à la stabilité et à la croissance. Et bien sûr, tout ce qui est aujourd'hui dans le commerce international n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il faut penser écologie, parfois on importe des choses qui sont inutiles. Donc il faut aujourd'hui repenser le commerce international, faire en sorte que ce soit un commerce plus juste, plus équitable, moins polluant. Et là, moi je suis totalement d'accord. Mais si on arrête complètement le commerce international, ben finalement, la Chine, les États-Unis vont se taper dessus. Il n'y a plus rien qui va les empêcher de se taper dessus. Et donc, on se retrouve dans quelque chose. Et aujourd'hui, clairement, on ne peut pas. Autant on pouvait avoir des guerres mondiales entre puissances militaires et économiques au XXe siècle, autant aujourd'hui, un conflit, c'est un conflit nucléaire. Et d'ailleurs, voilà, la question qui se pose, c'est est-ce que Poutine va utiliser l'arme nucléaire?
c'est que la planète disparaît. Si, voilà, si on est réellement dans une logique de conflit, la planète disparaît. Donc vous comprenez que aujourd'hui, en fait, on a besoin d'avoir des hommes politiques sages, des hommes politiques qui ne se font pas la guerre, des hommes politiques qui vont chercher à assurer la stabilité. Et on a intérêt à avoir une conscience collective. On est tous dans le même bateau. C'est pas mignon ce que je dis, c'est pas gnangnan, c'est juste la vérité. On est dans le même bateau. Si l'Afrique est en grave difficulté, l'Europe va payer le prix fort. Donc clairement, et si l'Europe est en grave difficulté, l'Afrique va également souffrir parce que beaucoup de pays africains exportent vers l'Europe. Donc il y a une vraie dépendance entre les économies mondiales. Et donc aujourd'hui, penser qu'il n'y a qu'à arrêter le commerce, se replier sur soi-même, etc., c'est la solution, c'est faux. Or, c'est ce vers quoi on évolue. Et ça, c'est le risque. Et vous voyez, le papier de l'OMC, il est assez modéré. Il dit l'histoire est parsemée d'exemples de différents commerciaux qui se sont transformés en conflits armés. C'est une information qu'il ne faut pas exagérer, mais il y a du vrai. Et c'est vrai. Nous avons une image plus claire. Et quand on a mis en place l'OMC, il faut se rappeler une chose. C'est que quand il y a eu une crise aux États-Unis, et cette crise, ça c'est la loi Smoot-Hawley. 1930, il y a eu le crack de 1929, vous le savez, et les États-Unis se sont dit, OK, on est en crise, la solution c'est quoi? C'est d'augmenter les droits de douane fortement. Et le but c'était de protéger les agriculteurs américains, etc. Et on parle de cette loi qui a aggravé la grande dépression aux États-Unis et dans le monde. C'est-à-dire que c'est les Américains qui ont provoqué un certain chaos dans le monde. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand les États-Unis ils ont vu qu'il y avait une crise, ils se sont dit, bon, bah, on va augmenter les droits de douane. Et c'était sur l'Europe, hein, parce que c'était le principal partenaire commercial des États-Unis à l'époque, était l'Europe. Ils ont augmenté les droits de douane. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les Européens ont fait la même chose. Ils ont augmenté les droits de douane. On s'est refermé sur nous-mêmes. Et on sait que la crise économique a été mondiale. Et on sait que ça a donné lieu, c'est parmi les raisons qui ont déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout le monde a perdu. Alors bien évidemment, le grand gagnant, ça a été les États-Unis, puisque l'Europe est sortie KO de ces deux guerres mondiales, a perdu son leadership. Et les États-Unis sont sortis les grands gagnants de tout ça. Mais malgré tout, les conséquences ont été négatives pour le monde entier. Et vous voyez, donc la loi Smoot-Hawley a augmenté les tarifs sur les importations d'environ 20%. Et ce qui s'est passé, c'est que 25 pays ont réagi et ont augmenté également leurs droits de douane sur ça. Le commerce mondial a chuté. Et ça a aggravé finalement la Grande Dépression. Et ensuite, avant de signer la loi, plus de 1000 économistes ont exhorté le président ouvert à y opposer son veto. Donc les économistes servent à quelque chose. Et Franklin Roosevelt a travaillé pour réduire les tarifs, et etc., 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 et négocier avec les chefs d'État. Mais ça n'a pas empêché qu'on a eu cette crise, et puis que cette crise, elle a quand même fragilisé et créé voilà, un gros problème au niveau de l'économie mondiale. Et donc, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le fait que la Chine rentre dans le commerce mondial, ça a permis de contribuer à la croissance mondiale également. Hein. Et parce qu'il y a eu voilà, des centaines de millions de personnes qui se sont mis à travailler et donc à produire ce que l'Europe ne voulait plus produire ou ne pouvait plus produire, ce que les États-Unis ne voulaient plus produire ou ne pouvaient plus produire. Et donc, à partir de là, on s'est retrouvé dans une situation où la Chine est rentrée dans le business international. Mais sauf que on ne s'attendait pas à une croissance aussi forte de la Chine, à un développement aussi rapide de la Chine. Et c'est clair que la Chine est devenue de plus en plus puissante. Et les États-Unis se sont affaiblis également durant cette période. Et l'Organisation mondiale du commerce s'attend malgré tout à ce qu'il y ait des conséquences. C'est-à-dire qu'on va avoir une globalisation qui va changer, qui va se réorganiser, mais ça va avoir un coût. Et le coût, c'est quoi? C'est que ça va coûter plus cher. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'encore une fois, le sujet de notre vidéo, c'est quoi? C'est l'inflation.
Et donc, encore une fois, il y a deux facteurs qui expliquent pourquoi l'économie mondiale va perdre 1300 milliards de dollars en 2022. L'inflation, d'accord? Et on a également la baisse de la croissance. Et on rentre de plus en plus dans un scénario de stagflation aujourd'hui. Et c'est quelque chose d'assez inédit parce que pendant plusieurs décennies, eh ben, on a eu une économie mondiale avec des importations, avec la Chine qui était vraiment l'atelier du monde, on a eu le Japon également, et une vraie mondialisation. Et clairement, voilà, on parle d'1 milliard de travailleurs en Chine, l'Union soviétique également qui a disparu, l'économie qui s'est ouverte. Clairement, on a eu une ère d'abondance, hein. On a eu plusieurs décennies avec une inflation très faible parce que justement, on avait un marché du travail mondial. C'est très important, on avait un marché du travail mondial. Mais plus on sort de cette mondialisation et plus les risques sont importants. Et encore une fois, je ne dis pas que la mondialisation est parfaite, je ne dis pas qu'il y a eu que du bon, mais il ne faut pas négliger également les côtés positifs. Je pense qu'il faut être nuancé quand on a une réflexion, il faut dire voilà les bonnes choses, voilà les mauvaises choses, et il faut être capable de regarder, voilà, plutôt que de dire oui, mais il n'y a eu que ça. Non, 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 il y a eu également plein d'avantages grâce à la mondialisation. Mais ce changement, il est récent. Ça a commencé un petit peu avec Trump, qui commençait déjà à taper sur la Chine, puis ça s'est amplifié avec Biden. Et clairement, on a eu cette guerre entre les États-Unis et la Chine, parce que, il faut le dire, la Chine veut devenir le leader mondial, et les États-Unis veulent rester le numéro un mondial. Donc c'est un conflit entre deux visions du monde, deux approches du monde, de manières de faire l'économie, de manière totalement différente. Mais chaque puissance a ses forces et ses faiblesses, bien évidemment. Et clairement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où ben, il y a ce conflit, et ce conflit fait que ben, ça va être difficile de revenir en arrière. Donc, est-ce que l'inflation, on pourra la combattre, ou est-ce que ça va devenir la norme pour les 10, 20, 30 prochaines années, ou peut-être même les 10 prochaines années, parce qu'on va s'adapter par la suite? C'est la très bonne question. Je pense que je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, mais mon sentiment, c'est que ça va contribuer à avoir une inflation assez élevée. On n'est pas dans quelque chose qui va diminuer rapidement. Non, on risque d'avoir une inflation assez élevée pendant pas mal de temps. Il y a un autre problème qui est important, c'est celui de la rareté, et notamment la sécurité alimentaire. On avait vu en 2008, hein, les prix de matières premières avaient flambé, et dans beaucoup de pays émergents, il y a eu des émeutes de la faim. C'est-à-dire que les gens sont sortis dans la rue, ont manifesté pour pouvoir se payer de quoi manger. D'accord? On a eu des émeutes de la faim dans de nombreux pays dans le monde entier. Et ce phénomène de rareté, justement, le fait qu'on puisse produire à grande échelle, le fait que les frais de douane soient faibles, le fait qu'il y ait des échanges, fait qu'on avait diminué ce risque. D'accord? Et aujourd'hui, en fait, ce risque, et notamment avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, la Chine et les États-Unis, le Covid, ben, ce risque devient de plus en plus présent. C'est un phénomène de rareté mondiale, notamment sur le plan alimentaire, qui pose un énorme danger pour la stabilité des pays, pour la stabilité mondiale, pour les conflits, parce que voilà, si les gens n'ont pas de quoi manger, ben, ils seront capables de tout. Et si aujourd'hui des pays comme, vous savez, le Sri Lanka a fait faillite et il y a eu des manifestations monstres, vous avez un pays, je pense que c'est le Kazakhstan, hein, qui avait augmenté les prix du pétrole, et les gens sont sortis dans la rue, ils ont manifesté, il y a eu des morts. Donc c'est quelque chose dans lequel effectivement on risque voilà, d'arriver, et c'est pour moi le plus grand danger de la situation actuelle. C'est-à-dire l'inflation, mais également la rareté, mais également la baisse de l'offre, vont mener non seulement à une hausse de l'inflation, à une aggravation des conflits, mais également à ce phénomène de rareté et de sécurité ou d'insécurité alimentaire au niveau mondial. Et donc les chiffres sont clairs, hein, et montrent voilà, le changement, hein, au niveau de l'économie mondiale.
Tout d'abord, les droits de douane. Avec Donald Trump, les droits de douane pour la Chine sont passés de 3% à 15%. C'était durant la présidence de Donald Trump. Donc ça, c'est le premier gros point danger. Ensuite, deuxièmement, c'est ce que l'on appelle le confinement, le lockdown, notamment en Chine. Et on parle de centaines de milliards de dollars de risques pour les exportations. Et des grosses boîtes comme Apple, comme Tesla souffrent de ces confinements. Ensuite, ici, ce graphe est intéressant. Il montre le blocage du commerce international, ce que l'on appelle les sanctions. Dans les années 80, 90, 2000, vous voyez, franchement, il n'y avait pas grand-chose, à part certains pays, Cuba, Iran et compagnie. Et vous voyez que là, depuis voilà, les années 2000 et puis précisément récemment avec Trump, ça a augmenté fortement. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir les États-Unis, surtout les États-Unis, qui ont commencé à augmenter leurs droits de douane fortement. Et clairement, il y aura des répercussions et la Chine, voilà, idem, ne va pas se laisser faire. Donc on est dans une situation dangereuse pour le commerce international et les conséquences seront évidentes et sur la stabilité mondiale, mais également sur l'inflation. Parce que franchement, l'inflation dépend du commerce international. Et aujourd'hui, si le commerce international décline fortement, l'inflation va continuer de flamber encore plus fortement qu'aujourd'hui. Donc on voit que contrairement aux années 70, rappelez-vous, je vous avais parlé des années 70 et je vous avais parlé de cette période de stagflation, c'est-à-dire ralentissement de la croissance et hausse de l'inflation, stagnation et inflation, d'accord? C'est ce que l'on a appelé stagflation. Mais la situation aujourd'hui, elle est explosive parce que dans les années 70, d'accord? Comment expliquer l'inflation? On explique l'inflation par une baisse de la croissance, par le fait que les pays européens, ils avaient connu ce que l'on appelle la période des 30 glorieuses, c'est-à-dire une forte période de croissance, parce que tout était à construire. On avait voilà, les voitures, les gens voulaient avoir un réfrigérateur, un téléviseur, une radio. Et donc, la période des 30 glorieuses, ça a été une période où on produisait et les gens consommaient. On produisait, il n'y avait pas de souci. La croissance augmentait, la consommation augmentait. Les gens voilà, se sont enrichis. Voilà, il y a eu un enrichissement durant cette période. Et donc, les années 80 sont arrivées. Pourquoi? Parce qu'il y avait une crise de la consommation, parce que les prix du pétrole ont flambé, parce que les pays exportateurs de pétrole se sont dit, bon, ben, on s'est bien moqué de nous pendant des années, là, on va augmenter les prix. Ça a créé une crise, mais c'est ça ce qui explique, dans les années 70, la stagflation, d'accord? On est arrivé à la fin d'un régime, la croissance était moins forte, la production, les syndicats plus présents, ils ont commencé à revendiquer des droits, on voulait que les salaires soient plus élevés, et donc ça a mené à une situation où l'inflation a grimpé et où la croissance économique a ralenti. Et on a eu ensuite ce que l'on appelle les années 80 avec une période de libéralisation des économies. On s'est dit, OK, dans les années 70, on a voulu faire du Keynes, des politiques de relance, c'est-à-dire qu'on augmente les salaires et ça n'a pas marché. Dans les années 80, on va déréguler l'économie, la banque centrale sera indépendante pour que ce ne soit pas un politique qui dise, voilà, il faut, un peu comme ce qui se passe en Turquie, et on voit les conséquences. Donc on s'est dit, et c'est des bons principes, c'est-à-dire, si on dit à un politique, bah, tu as le droit de mener la politique monétaire comme tu le souhaites, il va faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, bon, bah, mais si on donne la politique monétaire à une institution indépendante, mais avec des gens compétents, on peut avoir de meilleurs résultats. Maintenant, il se trouve que même en faisant ça, bah, il y a eu des pressions et puis voilà, on est dans un changement d'économie, c'est-à-dire l'Europe ralentit, on a un vieillissement de la population, les États-Unis ralentissent. Donc c'est une fin de cycle, ce que nous explique Ray Dalio, et il a raison, c'est une fin de cycle. Donc ça n'a rien à voir avec les politiques, etc. Mais voilà. Mais donc, juste pour vous dire que les années 70, c'était gérable. Là, aujourd'hui, les années 2020,
C'est beaucoup plus compliqué. Les dettes sont extrêmement élevées, on a de nouvelles puissances économiques, on a une économie mondiale qui a complètement changé, et on a des puissances nucléaires. Les choses ne sont pas aussi simples que dans les années 1970. Et donc, j'aime beaucoup hein, cette analyse, c'est pour ça que je voulais la partager avec vous, et bien évidemment, je vous donne mon avis. Il faut savoir que le commerce mondial aujourd'hui entre les pays, ce qu'ils appellent les pays démocratiques et les pays autocratiques, donc l'Europe, les États-Unis et Chine et autres, hein, l'Inde est considérée comme une démocratie, représente 7% du PIB mondial, c'est-à-dire 6 000 milliards de dollars. Et donc Bloomberg, ce qu'ils ont fait, c'est très simple. Ils ont dit, OK, on va prendre l'hypothèse d'un droit de douane de 25% sur l'économie mondiale. Et donc, à partir de là, en fait, c'est le droit de douane le plus élevé que la Chine et les États-Unis ont utilisé. Et on va voir ce que ça va donner. Et donc, pour Bloomberg, en fait, ça pourrait avoir un impact de 20% sur l'économie mondiale. On reviendrait sur les niveaux d'avant les années 1990. Et en fait, beaucoup d'économies vont devoir repenser leur manière de produire. C'est-à-dire qu'ils vont se focaliser sur des domaines où ils ne sont pas les plus compétitifs. Et donc ça peut littéralement changer la face de l'économie mondiale. Et pour aller plus loin, ils disent que si on a ce phénomène, finalement on aura un monde 3,5% plus pauvre, d'accord, que si le business se stabilise au niveau actuel, et 15% si on augmente le business ou le commerce international. Donc, bien sûr, ils sont favorables au commerce international, mais je pense que fermer complètement les frontières, ce serait un suicide, parce que les pays sont dépendants. Alors, bien évidemment, repenser le commerce international, c'est une évidence. Avoir un commerce international qui pollue moins, ce serait l'idéal. Mais rentrer dans un conflit entre puissances économiques, je pense que tout le monde perdrait au change. Je ne suis pas un avocat de la mondialisation, mais j'ai la conviction que ça pourrait effectivement faire très très mal au commerce international et au monde entier. Et un autre phénomène important, c'est que clairement, cette transition, c'est-à-dire entre la situation où on a le commerce actuel et une situation où on se replie sur soi, il y a des avantages, bien évidemment, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain et ça peut avoir un impact très important. Et il y a Rogoff, hein, qui est un grand économiste américain, qui est un ancien économiste d'ailleurs au Fonds monétaire international, il a dit la chose suivante, il a dit l'économie mondiale apparaît aujourd'hui immergée dans une période d'inflation faible, mais si on a des conflits, eh ben, ça pourrait changer. Si la mondialisation ralentit, on pourrait vivre dans une situation de forte inflation avec le danger que comporte l'inflation. Encore une fois, beaucoup de gens disent ce serait mieux sans, ce serait mieux si. Mais est-ce qu'ils ont pris en compte, est-ce que ce ne serait pas pire? Est-ce que la situation ne serait pas pire? Est-ce que les choses ne vont pas s'aggraver? C'est la réflexion qu'il faut mener. C'est très facile de dire il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. C'est très difficile de regarder les choses de manière sereine, de se dire ok, quels sont les avantages et les inconvénients? Quel impact ça pourrait avoir? Et ce changement mondial, il est important. Il faut se rappeler que dans les années 80, Ronald Reagan avait qualifié l'Union soviétique de l'empire du mal. Et à l'époque, le business international ou les pays autoritaires représentaient 20% du PIB mondial, 20% de l'économie mondiale. Aujourd'hui, ces pays représentent 34% de l'économie mondiale, d'accord? C'est quand même très important, mais ça va monter à 50% bientôt. Et regardez ici, ce graphe, il est juste énorme. Donc ici, en noir, on a les démocraties. En bleu, on a les États autoritaires. Et vous voyez que début des années 80, les démocraties représentaient
81% du PIB mondial, les États autoritaires 19%. Aujourd'hui, on est à 37% pour les États autoritaires, 63% pour les démocraties. Et clairement, on va évoluer vers un 50%, voire même une situation. Et c'est intéressant. On parle d'État autoritaire, bien évidemment. La Chine n'est pas un État démocratique au vrai sens du terme, même si, encore une fois, voilà, c'est un système qu'il faut respecter. Moi, je suis à Dubaï. C'est pas un système démocratique, mais ça se passe super bien et j'aime beaucoup. Donc, je mets des pincettes également. C'est-à-dire que on est dans un monde où la démocratie, c'est quelque chose effectivement qui ne marche pas partout et qui n'est pas efficace partout. Et puis l'économie mondiale a évolué, le monde a évolué et clairement également c'est-à-dire la gouvernance a évolué, la manière de diriger a évolué. Euh, c'est vrai que Dubaï, voilà, parlons de Dubaï. Pourquoi les gens aiment Dubaï? Parce qu'il y a une sécurité, parce que tout est carré, parce qu'il n'y a pas de problème de... Voilà, il y a juste, tu payes cher, l'éducation, la santé, les infrastructures, tu payes, hein, à Dubaï, tu payes très cher. Mais c'est un service, c'est comme l'État, en fait, est comme un business. C'est-à-dire, l'État te dit, voilà, moi, mais en fait, j'ai presque envie de vous dire, dans le monde entier, c'est la même chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a oublié, mais les gens, ils oublient que derrière, il y a des impôts. D'accord? Derrière, c'est-à-dire, rien n'est gratuit. L'État ne fait rien gratuitement. Et donc, en fait, la vision ici, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, il y a des dirigeants qui disent, voilà, nous, on va vous amener la sécurité, on va vous amener des infrastructures, on va vous amener ceci. Et à partir de là, toi, tu te dis, OK, j'y vais pas. Et c'est une nouvelle vision de l'économie. Et on évolue de plus en plus vers ce type de système, qui est un système qui est, pour moi, qui marche à Dubaï et qui marche de manière efficace. Et qui marche de manière efficace, pourquoi? Parce que finalement, tu as une demande, d'accord? Tu es un résident, tu as une demande, tu as un besoin, et l'État, il va te dire, OK, voilà. Après, clairement, il y a des choses sur lesquelles ils évoluent. Par exemple, à Dubaï, il n'y avait pas le droit de manifester. C'est toujours pas le cas. Mais il n'y avait pas le droit d'avoir un chômage. Aujourd'hui, ils sont en train de créer le chômage à Dubaï, ce qui est incroyable. Mais ils se sont rendus compte que beaucoup de salariés, ben, quand ils n'avaient pas de boulot, ils étaient obligés de repartir chez eux. Et là, en fait, si tu es salarié à Dubaï, tu peux cotiser pour obtenir un chômage si jamais tu es viré. Et donc, mais c'est privé. Donc, vous voyez, c'est juste énorme parce qu'en fait, ils sont en train de créer ce que l'on a dans les États-providence, c'est-à-dire l'État sur la retraite, l'État sur la santé, l'État sur le chômage, l'État sur la sécurité, ben, ils sont en train de l'assurer. Et c'est pour ça qu'encore une fois, pour moi, c'est un magnifique laboratoire humain. Mais qu'est-ce qu'on recherche, nous, individus? On cherche juste à être peinard, à bien vivre, à avoir... Voilà. Et donc, je pense que même ça, hein, quand on parle de démocratie, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui sont pas du tout contents ou qui se disent c'est pas ce que je veux, etc. Donc, on évolue. Je pense que même le système de gouvernance va évoluer. Et je le dis, je le pense parce que quand on voit les hommes politiques qui sont aujourd'hui détestés, prenons le cas de la France, Macron a été réélu, mais les gens le détestent. Est-ce que c'est tenable? Est-ce qu'à un certain moment, on ne va pas avoir voilà, des grosses... Vous voyez, c'est pas logique, c'est pas un système qui est efficace. Il y a un problème. Et donc, soit on se dit, OK, bah on veut des dirigeants qui soient des technocrates, qui vont mener telles actions, et nous, les citoyens, voilà, et on est plus dans un système différent. Ou alors, on continue comme ça, mais on voit bien que ce n'est pas efficace. Donc c'est pour ça que je voulais faire une petite parenthèse et dire que, voilà, il y avait, bien évidemment, il y a énormément d'avantages à un système démocratique, et je le dis, je le répète, à ceux qui critiquent la France et qui disent, voilà, la Russie, je leur dis, bon, bah, dites la même chose en Russie, voilà, vous ne resterez pas en vie très longtemps. Donc il y a quand même des avantages hein, dans des démocraties traditionnelles, etc. Il y a eu
vraiment de vraies avancées, des droits humains, etc. Mais ces démocraties aujourd'hui sont en fin comment dire, sont à bout de souffle. Le système démocratique traditionnel, il est dépassé. Mais on le voit aux États-Unis. Biden elle a été élu, mais il y a des gens, ils ont manifesté, il y a eu des morts. Et on voit bien qu'il y a un problème, c'est-à-dire le système actuel est en perte de vitesse. Et ça ne va pas s'améliorer durant les prochaines années parce que on rentre dans une période de crise mondiale. Ça, c'est un point de vue important sur toute la partie vaccin. Et, euh, et vous savez que la Chine aujourd'hui a de gros problèmes, notamment les confinements, c'est pas pour rien. Et la Chine n'a pas voulu acheter Pfizer, etc. Alors bien sûr, il y en a qui détestent, mais voilà, il se trouve que ça a eu un impact et que ça a été prouvé, et que voilà. Et donc aujourd'hui, la Chine a dit non, non, j'ai pas besoin de votre vaccin. On va se baser sur notre vaccin qui n'a pas été efficace. Moi, je l'ai utilisé, le vaccin chinois, il n'a pas été efficace. Et aujourd'hui, on parle effectivement d'1,6 million de morts en Chine. On a eu vraiment des gros confinements qui ont fait très mal à la Chine. Et on a vu que finalement, ça n'a pas profité à la Chine. Maintenant, bon, encore une fois, ça c'est Bloomberg. Hein, je ne vais pas dire qu'ils ont raison, mais il y a une part de vrai dans tout ça. Voilà, je vais partager avec vous le lien de l'article et également voilà, tout ce qui est commerce international et autres. Mais clairement, les amis, on est rentré dans une nouvelle économie. J'espère que ça vous a éclairé. Je n'ai pas toutes les réponses, hein, je ne suis pas spécialiste de tout, loin de là. Mais on est à un moment charnière, on le sent. Et moi, encore une fois, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai senti dès 2010, hein, l'année où j'ai quitté la France. Et c'est quelque chose que j'ai compris que l'économie mondiale était en train de changer vraiment. Et, euh, et qu'il y avait un truc qui était en train de se passer et je pense que les choses vont s'accélérer. Donc, pour répondre à la question, clairement, l'inflation, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Clairement, on est dans une situation où bah, l'économie mondiale, elle est en danger. Clairement, on peut avoir une hausse des conflits entre les États-Unis et la Chine. Ce n'est que le début. Et donc, les conséquences, c'est que l'inflation sera probablement plus élevée, s'il n'y a pas, voilà, que l'économie mondiale, la croissance va probablement ralentir, et que les crises et les conflits, malheureusement, seront plus importants, plus fréquents, parce que l'économie fait le monde. Les gens manifestent, quand on a eu les gilets jaunes en France, les gens n'ont pas manifesté parce que, voilà, ils n'étaient pas... Non, non, ils ont manifesté parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour payer leurs dépenses, qu'il y avait une hausse de la précarité, qu'il y avait une hausse de des inégalités, que c'est la France, c'est quand même un pays riche. Et les gens sont sortis, ont manifesté parce qu'ils n'étaient pas contents, parce que, et malheureusement, que ce soit Macron, truc, machin, personne ne va changer les choses parce que c'est un phénomène profond. C'est soit on comprend l'économie mondiale actuelle et on comprend que ben, il va falloir s'adapter à la nouvelle donne et devenir plus costaud, ce qu'a fait l'Allemagne. Hein. L'Allemagne a mené des réformes début des années 2000. Il y a eu voilà, des gens, mais ben, ils sont sortis plus forts. La France a eu beaucoup de problèmes à réformer, donc ils ont mis plus de temps parce que on pense que l'État peut tout, qu'il est capable de tout. Et donc à chaque fois qu'il y a eu des grosses réformes, les gens ont manifesté et les réformes n'ont jamais pu être menées. Et encore une fois, j'ai presque envie de dire, voilà, c'est une faute collective, hein, c'est pas que les politiques, parce que finalement les gens n'ont pas voulu. Moi je vous dis, l'exemple qui m'a le plus marqué, c'est le contrat première embauche de Dominique de Villepin, qui était une bonne politique, une bonne mesure. C'était faire diminuer le chômage des jeunes, qui était de 25%. Et de Villepin a proposé la chose suivante. Il a dit, bon, bah, il suffit
de permettre à des entrepreneurs de recruter des jeunes et de pouvoir les virer avant 2 ans si voilà, le jeune n'a pas fait l'affaire. Et d'avoir peut-être moins de charges. Rien d'extraordinaire, c'est juste du bon sens. Le chômage, il est là. 25% de chômeurs chez les jeunes, 50% dans les banlieues. Donc, on va diminuer le taux de chômage des jeunes, qui est important, avec cette réforme. Et ben moi, j'étais prof à l'époque. J'étais en France. C'était en 2007-2008. La France était complètement bloquée. Je donnais pas cours. J'étais là à attendre. Mes élèves, ils n'étaient pas là. Personne ne voulait faire. Et donc, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et je trouvais que c'était une bonne mesure. Et je le trouve toujours. Parce que comment lutter contre le chômage des jeunes? Et au même moment, tu avais des gars qui disaient, oui, mais c'est injuste. Je ne pourrais pas avoir un CDI alors que, ouais, mais bon, déjà, si tu as un job, si tu es en mode j'hésite entre le CDD et le CDI, c'est déjà que tu as de la chance. Mais quelqu'un qui galère, qui n'a pas de boulot, et je le dis parce que j'ai galéré quand j'étais étudiant pour trouver un job, c'était dur, pour trouver un stage, c'était dur. Donc je parle en connaissance de cause. Donc, alors qu'en Grande-Bretagne, j'envoyais des CV en France, zéro réponse. J'envoyais à Londres, j'avais pas mal de réponses. Donc, je vois bien, mais quand j'étais jeune, clairement, pour moi, le meilleur modèle, c'était la Grande-Bretagne. J'avais un boulot, j'avais des entreprises, JP Morgan me répondait. Voilà, même s'il me disait non, mais il me répondait. Et avec une belle lettre, papier en tête, JP Morgan, je me dis waouh, c'est super. Et ben, j'ai beaucoup de respect. Parce que voilà, ils avaient du respect pour un jeune. Et en France, ils ne te répondaient même pas et ils s'en foutaient. Et le taux de chômage des jeunes était très important. Donc pour moi, le modèle britannique, ou beaucoup plus flexible, beaucoup plus libéral, était bien plus efficace. Donc quand De Villepin, normalement, bah, les gens n'ont pas voulu. Et donc en fait, ça a été que ça. Donc un homme politique ne peut rien faire si les gens ne veulent pas changer. Et c'est là où il y a un travail d'éducation, de plein de choses. C'est-à-dire, si les gens, et moi, à travers ma chaîne YouTube, j'y contribue. Parce que je contribue à faire changer les mentalités, à les faire évoluer. Mais clairement, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Waouh, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Les amis, je vais donner bientôt une masterclass énorme sur l'investissement. Tami.net, alors je vais écrire ça. Donc tami.net/ip, hein, je vais l'écrire. Tami.net/ip, ce sera le 29 mai, grosse masterclass. Donc vous aurez également un support de cours, 17 heures, 170 pages. Ça vous permettra effectivement d'avoir les bases pour réellement maîtriser la bourse, l'investissement boursier, etc. Le programme, il est très simple. C'est première partie, grosse masterclass avec moi dans laquelle je reviens sur les principes de base pour investir, les méthodes qui marchent, comment investir, etc. etc. Et ensuite, il y aura un mode hot seat, c'est-à-dire tu passes, ça va être sur Zoom, d'accord? Tu peux me poser tes questions en direct. Donc tu viens, tu étudies le truc, tu bosses bien le truc, t'as mis ça, t'as mis ici, et je vais répondre à vos questions. Ça va être génial, c'est la première fois qu'on fait ça. Je pense que ça va être vraiment, 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 vraiment top et que vous allez apprendre énormément de choses. Merci infiniment les amis et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.